Bonjour à tous, ce sont des douceurs de fête que je vais vous présenter aujourd'hui, car tout autour du monde, les desserts frits sont synonymes de réunion familiale. Je vais vous donner la recette des churros, une recette très simple que l'on accompagne volontiers d'un chocolat chaud ou d'un tour de manège. Je vais vous donner également ma recette de beijos de mulata, une spécialité brésilienne forcément festive, comme à peu près tout là-bas. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec la recette des shebakia, une recette que l'on mange en entrée, en plat ou en dessert, ou même les trois à la fois, alors en friture et que ça saute. Si vous allez au Maroc pendant le mois de Ramadan, impossible de passer à côté des shebakia. Pour ma part, je les avais remarqués dans les ruelles de la Médina, à Rabat, et allez savoir pourquoi je les avais jamais goûtés. Alors que pourtant, il y a tout ce que j'aime dedans, des épices, une recette ancestrale et un pliage bien particulier qui renferme le secret de cette petite pâtisserie marocaine. Et pour les shebakia, vous allez avoir besoin de sésame grillé, de farine, d'anis moulu, de cannelle en poudre, d'huile d'olive, de beurre fondu, levure chimique, de la levure de boulanger, de l'eau de fleur d'oranger, un œuf, du vinaigre blanc, de la gomme arabique et pour la friture de l'huile et pour le trempage du miel et de l'eau de fleur d'oranger. On va commencer tout de suite par mélanger tous les ingrédients dans un bol. Alors je vais commencer au départ par mettre les ingrédients dans un bol et ensuite je vais pétrir avec mon robot parce que ça prend un peu plus de temps. Je vais tout d'abord mettre la farine. Alors vous allez voir que cette recette, au fur et à mesure qu'on ajoute les ingrédients dedans, ça sent une odeur absolument magnifique avec le mélange d'anis, de cannelle et surtout de sésame moulu. D'ailleurs, le sésame, on va devoir le réduire en poudre. Ici, j'ai du sésame grillé qui est déjà grillé. Donc, si vous avez du sésame blanc chez vous, vous pouvez le mettre au four ou alors dans une petite poêle. Mais maintenant, on trouve très facilement du sésame grillé. Surtout dans les boutiques bio, vous pouvez trouver ça ou dans les boutiques asiatiques ou maghrébines. Donc le sésame grillé dans un petit mixeur. Je vais tout mettre dedans. Ça va faire beaucoup de bruit, je vais le laisser quelques instants. Je vais ajouter également de la cannelle. Et c'est vraiment ce mélange de toutes ces odeurs qui donne au shebakia un look très particulier, un goût très particulier. Je vais également moudre mon anis vert. Alors, dans le commerce, maintenant, on peut trouver de l'anis vert déjà moulu. Là, ici, j'ai de l'anis vert en grains. Je vais ajouter ça. D'ailleurs, si vous allez en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, vous avez peut-être remarqué certains gâteaux qui ont les mêmes particularités, anis, sésame, huile d'olive. Et ça, c'est les influences mauresques. Voilà. Mon anis vert, déjà là on sent qu'on est en train de partir au Maroc. Alors c'est une pâtisserie qu'on sert traditionnellement pendant les fêtes de Ramadan, pour la rupture du jeûne. Et c'est pas vraiment un dessert, évidemment ça peut se manger en dessert avec un thé à la menthe, mais plus traditionnellement on va consommer ces gâteaux directement avec la soupe, la fameuse harira, qui est absolument délicieuse avec du pois chiche, de la coriandre. Et la première fois que je suis allé au Maroc, reçu par des amis, parce que j'étais déjà allé au Maroc en voyage, mais en touriste, et après j'ai été accueilli par ma famille de cœur au Maroc, et on mange ces petits gâteaux directement avec le plat principal, donc la soupe, et le mélange sucré-salé est absolument divin. J'ai ajouté ma farine, ma cannelle, mon anis, il me manque l'huile d'olive, mon beurre qui est déjà fondu, et de l'œuf. Là, je vais commencer tout d'abord par pétrir à la main, pour bien sentir la pâte, parce que maintenant je vais ajouter de l'eau de fleur d'oranger. Et ensuite, une fois que j'aurai vraiment senti la pâte dans les mains, vraiment senti la consistance et le besoin d'ajout de fleur d'oranger ou non, je vais pouvoir pétrir dans mon robot. Donc là, pour l'instant, on mélange doucement avec le bout des doigts. Il faut bien éclater l'œuf. Alors ça, encore une fois, je vous en parle souvent, mais j'ai appris cette recette avec mes chers amis Touria, Myriam, Fatima. Et traditionnellement, là-bas, on prépare ces gâteaux donc avant le ramadan ou pendant le ramadan. Et ce sont les femmes qui préparent ça. Donc je me suis retrouvé avec mes amis et on préparait ça tous ensemble. Ça prend du temps, surtout quand on fait tout à la main. Mais là, on va s'aider avec le robot. Mais si ça prend du temps, souvent, elles passent leur temps à discuter. Et à faire ces gâteaux, c'est plutôt quelque chose qu'on fait en famille.
Je ne vais pas non plus oublier ma levure de boulanger et ma levure chimique. Un petit peu de levure de boulanger, directement en poudre. Ma levure chimique et de la gomme arabique. Alors ça, c'est facultatif si vraiment vous n'en avez pas. C'est pas tout à fait dramatique, mais si on en a, ça rajoute une certaine texture au gâteau et c'est traditionnel. Donc on va bien mélanger. Là, on voit bien qu'on a une consistance relativement poudreuse. Maintenant, je vais ajouter l'eau de fleur d'oranger. Donc là, c'est vraiment petit à petit, jusqu'à avoir une consistance de pâte qui se tienne bien, qui puisse être pétrie, évidemment. Ça ressemblera un peu à une pâte à pain, un peu plus grasse, car évidemment, il y a l'huile d'olive et le beurre. Une fois qu'on va avoir ça, donc on pétrit 10 minutes. La pâte n'est pas encore complètement agglomérée, il ne faut pas non plus oublier d'ajouter le vinaigre. Là, j'ai encore de la marge. Il faut bien pétrir. Là, je sens que ça y est, la pâte commence malgré tout à bien prendre. Je vais ajouter encore un tout petit peu de fleur d'oranger. Voilà. Une fois qu'on a vraiment récupéré tous les petits grumeaux qui se trouvent dans le fond du bol et qu'on a une consistance d'une pâte à pain assez ferme, voilà, ça, je vais pouvoir la mettre dans mon robot. Et là, ça va faire le travail à ma place. Tellement plus pratique. Et on laisse pétrir pendant 5 à 10 minutes pour que ce soit bien une belle pâte bien uniforme qui sera facilement étalable au rouleau à pâtisserie. Si jamais, quand vous avez mis le robot en route, vous voyez que la pâte commence à se séparer un petit peu, il suffit juste d'ajouter un tout petit peu de fleur d'oranger et on remet en route jusqu'à ce que ce soit une pâte complètement homogène. Et là, c'est bon. La pâte est bien pétrie. Alors maintenant, je vais mettre mon huile à chauffer. Alors, vous mettez fort, mais pas non plus excessivement. Il ne faut pas que les shebakia brûlent pendant qu'ils cuisent. Et le miel. Alors, le miel, on le met à chauffer tout doucement, juste pour qu'il soit bien liquide. Maintenant, c'est la partie la plus technique. Alors, la pâte est assez grasse, donc elle ne va pas coller normalement à votre plan de travail. Si jamais c'est le cas, vous prenez un autre plan de travail ou un marbre ou sur une table, vous trouvez un moyen pour que ce ne soit pas adhérent sur votre plan. On prend une petite quantité, on va d'abord étaler. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, mais pas non plus tant que ça. Donc là, il faut vraiment étaler finement parce que sinon vous allez avoir des shebakia un peu épaisses en cuisson, surtout qu'en plus il y a la levure dedans. Alors à Fès, ça s'appelle les griwesh. Et à Rabat, les shebakia s'appellent les mharka. Alors c'est pas forcément très simple à dire, mais cette pâtisserie a plein de noms différents suivant les régions où vous les trouvez. Plus vous aurez l'habitude de faire des shebakia, plus vous pourrez faire une pâte finement étalée. Mais par contre, pour commencer, peut-être ne faites pas trop fin parce que le pliage après est un peu technique. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai ma roulette dentelée ou un instrument spécial à shebakia. Mais tout simplement, on va couper la pâte en rectangle. On va faire 4 rectangles pour commencer. Et à l'intérieur, cette fois, on va faire 4 trous dans la longueur. Donc évidemment, on ne va pas jusqu'au bord. On fait 4 fentes dans le milieu du shebakia. Alors maintenant, il va falloir suivre. On va prendre délicatement la shebakia. On va séparer en fait les lanières de bandes de pâte. Et je vais plier ici le coin en bas à gauche sur le coin en haut. Et là, je retourne le tout comme une chaussette un peu. Et là, je vais plier en ayant le gros nœud de pâte au milieu. Et on pince un petit peu. On a cette forme très particulière des shebakia. Je vais vous en montrer une autre, évidemment. Parce que moi, la première fois que je les ai faites, impossible de comprendre. Donc, on passe les doigts entre les lanières de pâte. Ici, le coin, je vais simplement le rabattre sur l'autre coin. Et le tout, je retourne. Et c'est entre les deux premières lanières de pâte que j'ai le nœud apparent. Je pince bien. Ma shebakia est faite. Alors là, c'est une pâte qui est un peu épaisse pour bien vous montrer le pliage. Maintenant, je vais continuer en essayant d'étaler beaucoup plus finement. L'huile est bien chaude. Vous préparez toutes vos shebakia en avance. Une fois que vous avez toutes vos shebakia, vous faites cuire. Là, je vais commencer. Et vous les mettez dans l'huile bien chaude. Et une fois que c'est bien doré, on va les retourner à mi-parcours, évidemment.
Et dès qu'elles seront bien cuites de tous les côtés, il suffira de les mettre dans le miel chaud. D'ailleurs, le miel est bien liquide et je vais couper le feu. Je vais les cuire là, donc bien dorés. Ensuite, je les trempe dans le miel. Je vais les laisser pendant une dizaine de minutes dans le miel. Et une fois que ce sera fait, je vais les sortir du miel et laisser s'égoutter les uns avec les autres. Et je rajouterai du sésame grillé. Et de cette façon, on peut les conserver plusieurs semaines. Et essayez-les avec la soupe, la harira aux pois chiches bien brûlantes. Un véritable délice. Donc là, ça cuit bien vite. Les shebakia sont bien dorés. On commence à voir cette forme très étrange que j'avais pu voir dans les médinas de Rabat, de Casa, de Marrakech. Donc une fois que c'est fait, on peut les mettre directement dans le miel. Je vais simplement les mettre bien à l'intérieur pour que ce soit bien recouvert. Là, j'ai mon miel qui est bien mousseux. On va les laisser donc une dizaine de minutes. Et moi, pendant ce temps, je continue à faire mes shebakia et je vous retrouve tout de suite avec ma prochaine recette. Les shebakia sont prêtes, elles sont encore tièdes et c'est là que c'est le meilleur presque. Vous pouvez les garder encore longtemps, mais maintenant c'est là que c'est vraiment parfait, divin. On va faire maintenant les beijos de mulata, littéralement en portugais du Brésil, les baisers de la métisse. Ce sont des petits beignets frits évidemment et ensuite trempés dans un sirop de chocolat puis roulés dans la noix de coco. C'est un incontournable des goûters des enfants au Brésil. Et pour cette recette, vous aurez besoin de jaune d'œuf, de sucre, de beurre, de levure chimique, de cachaça, de farine et pour le sirop, de chocolat en poudre, de sucre et de lait et ensuite de la noix de coco râpée. Je vais tout d'abord prendre un bol dans lequel je vais ajouter mes jaunes d'œufs. Alors ici, ils sont déjà prêts. Au Brésil, il faut savoir, beaucoup de recettes sont préparées un peu au pif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des dosages au gramme près. Et c'est ce qu'on va faire là, c'est-à-dire que je vais ajouter la farine au fur et à mesure de mes besoins pour former une pâte. Je vais pouvoir mélanger. Et je vais ajouter également ma cachaça. Alors la cachaça, c'est un alcool brésilien à 40 degrés. Et c'est exactement le même principe que le rhum dans les Antilles, sauf que le rhum, lui, est beaucoup plus fort et il est distillé à un degré plus élevé. Et la cachaça, c'est la même chose. Et vous connaissez sans doute d'ailleurs la caipirinha, qui est un alcool, un cocktail à base de citron, de sucre et de cachaça. Et là, on la met dans la recette de beignets tout simplement pour rendre les beignets encore plus croustillants. Je vais ajouter mon sucre. Et on va ajouter également un petit peu de farine pour commencer à avoir une pâte avant d'ajouter la levure chimique directement en liquide, ce que je préfère éviter. Sinon, elle commence déjà à dégager du gaz carbonique. Alors, je vais ajouter un petit peu de levure chimique. C'est ça qui va faire que les beignets vont être bien aérés. Et donc, au Brésil, on fait toujours les recettes comme ça, un peu à l'instinct. Comme dans beaucoup de pays, d'ailleurs, même chez nous, c'est peut-être moi finalement qui suis un fou de la balance. J'aime bien tout peser au gramme près. Et là, il va falloir ajouter de la farine jusqu'à ce que votre pâte soit malléable et qu'on puisse la pétrir un peu et façonner des boules. Pendant que je suis en train de pétrir ma pâte de beijos, je vais commencer à faire chauffer mon huile dans une grande sauteuse. Alors au Brésil, j'y vais de temps en temps, à São Paulo, à Rio. Et évidemment, comme dans beaucoup de pays du monde, on trouve des fritures un peu partout. Mais ça, c'est vraiment une recette que vous risquerez pas forcément de trouver dans la rue si facilement. C'est plutôt dans les familles qu'on voit ces petits beignets. Et ce sont souvent d'ailleurs les enfants avec leur maman qui préparent ça. Alors voilà, là j'ai la pâte qui commence à bien s'agglomérer. Je vais ajouter simplement également une noix de beurre à température ambiante. Comme ça va bien s'incorporer dans la pâte. Et plutôt que d'appeler ça beijos de mulata, qui n'est pas forcément très simple à dire, on peut tout simplement les appeler les bisous brésiliens. D'ailleurs, mulata en portugais, c'est donc une métisse, mais c'est souvent le nom qu'on donne à une jolie fille métisse. C'est souvent d'ailleurs plutôt pour une belle fille qu'on dit mulata. On voit que c'est encore un peu collant. À la maison d'ailleurs, si vous faites des recettes, encore une fois, un peu au hasard ou un peu à l'instinct, comme je disais, eh bien, il suffit de peser les ingrédients. Par exemple, la farine, là, je n'ai pas pesé, mais si à la maison vous voulez être sûr de ce que vous faites, vous pesez votre bol de farine avant, vous le pesez après, et comme ça, vous êtes sûr de ce que vous avez mis dedans. Voilà, ma pâte. On voit bien que là, elle commence à se décoller des parois du bol, qui a suffisamment de farine, et je vais la pétrir un petit peu sur mon plan de travail.
Alors, la noix de coco, j'ai ici de la noix de coco que j'ai achetée au supermarché, la noix de coco qu'on trouve très facilement. Mais au Brésil, on trouve de la noix de coco qui est plus épaisse que celle qu'on a chez nous et un petit peu humide. Donc, ce sont des copeaux un peu plus larges. Mais sincèrement, ça ne change rien du tout pour notre recette. Mais si jamais vous en trouvez dans une épicerie brésilienne, n'hésitez pas. Là, voilà. Si jamais en pétrissant, vous voyez que la pâte a tendance à coller légèrement, eh ben, on ajoute un petit peu de farine et on va pétrir ça pendant 5 minutes. Tout simplement pour avoir une pâte qui soit bien malléable, avec laquelle on puisse faire quelques boulettes, nos fameux beijos. Alors à la main, c'est très rapide à faire. Vous avez vu que c'est une recette vraiment très simple. Et il faut que ça reste simple. Au Brésil, d'ailleurs, il y a une certaine culture de la friture. Et quand vous allez à Bahia, eh bien, vous découvrirez sans doute les acarajés qui sont faits par les femmes dans la rue. Ce sont des beignets à base de crevettes, absolument délicieux. Et ça, vous pouvez les manger avec une bière bien glacée. Et stupidamente bem gelada, comme on dit là-bas, c'est-à-dire stupidement bien glacée. Alors, la pâte est faite, je vais maintenant façonner des petites boulettes. Alors voilà, c'est peut-être un peu gros, il faudrait que ce soit la taille à peu près d'une balle de ping-pong. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ça va gonfler dans la friture. Donc là, on prépare tout simplement nos boulettes. Donc peu importe qu'elles ne soient pas toutes parfaitement identiques. Enfin, me connaissant, je pense que je vais recommencer et les faire toutes pareilles, mais bon. J'y peux rien, je suis comme ça. Donc là, vous faites les boulettes. Ça me rappelle d'ailleurs une recette, je ne sais pas si vous connaissez, une petite recette brésilienne qui s'appelle le pão de queijo, qui est littéralement le pain au fromage. C'est une recette qu'on mange au petit déjeuner, avec le café au lait, les fruits. Et j'en fais souvent chez moi. Je fais souvent ce geste de faire des boulettes. C'est tellement bon. Et c'est avec du fromage, de la farine de tapioca. Mon huile va être bien chaude. Je peux déjà en mettre une pour voir ce qui se passe, combien de temps elle met pour cuire. Et pour savoir si l'huile est bien chaude, tout simplement, vous mettez un bout de votre pâte à friture dans l'huile pour voir comment ça se passe. Ou alors, vous prenez une baguette en bois, une baguette chinoise, et vous la mettez dans l'huile. Et là, vous allez avoir les bulles d'air qui vont se former au bout de la baguette. C'est signe que votre huile est bien chaude. Pour les beijos de mulata, il faut vraiment qu'il y ait assez d'huile dans le fond de votre sauteuse ou de votre friteuse. Parce que si jamais vous n'avez pas assez d'huile, ça touche le fond et ça déforme la boule qui va commencer à craquer et s'ouvrir totalement. Donc il faut en mettre beaucoup. Toutes mes boulettes sont prêtes. Je vais maintenant les mettre dans la friture. Je leur donne juste un dernier coup de main pour qu'elles soient encore plus rondes. Voilà, parce qu'il y en a quelques-unes qui commencent à s'affaisser. Et voilà, on les met toutes ensemble. Alors là, j'ai mon huile, on voit qu'elle est bien chaude. Ça cuit assez longtemps, parce que celle-là, la première, je l'ai mise il y a un petit moment. Et elle met du temps à bien dorer, donc il faut bien laisser cuire. Vous allez voir, ça va prendre une belle forme sphérique. Et on peut toutes les mettre ensemble, sauf si évidemment, l'huile commence à déborder de la poêle. Je vais d'abord enlever la première que j'ai faite, qui commence à avoir une belle couleur. D'ailleurs, c'est grâce à cette couleur que ces beignets s'appellent beijos de mulata, parce que ce sont des métis, et c'est grâce à la couleur bronzée des beignets qu'ils s'appellent comme ça. Je vais maintenant faire le sirop de chocolat dans lequel je vais tremper mes beignets. Donc j'ajoute le sucre, mon chocolat en poudre, et je vais ajouter maintenant du lait. Et ça, on va faire comme un chocolat chaud au petit déjeuner, en mélangeant doucement avec un petit peu de lait au départ. Et ce qu'on veut avoir ici, c'est un sirop relativement épais dans lequel on va tremper les beignets qui vont être bien enrobés. Et ensuite, donc, dans la noix de coco. De temps en temps, il faut toujours jeter un coup d'œil sur les beignets en train de cuire. On ne perd pas ça de vue, surtout. Voilà, on peut bien les retourner de temps en temps, comme ça ils gardent bien leur forme sphérique. Je continue avec mon chocolat. Alors c'est très épais, mais finalement les beignets n'étant pas sucrés, ils ne vont l'être que grâce à ce chocolat. Et c'est grâce à ça que ça va bien coller. Voilà, j'ai suffisamment de lait dedans, c'est vraiment bien épais. On va commencer avec une déjà pour voir. Il faut juste faire bien attention, ça prend une belle couleur, je vais baisser le feu. J'ai ici ma noix de coco, donc si vous trouvez la noix de coco un peu plus épaisse, à la rigueur, c'est pas plus mal. On va simplement mettre le beignet dans le sirop de chocolat, qu'on enrobe bien. Là, il faut bien les goûter surtout. D'ailleurs, là, on appelle ça les beijinhos de mulata parce qu'on ajoute le chocolat, parce qu'ils sont encore plus foncés. Mais si jamais vous faites les beignets comme ça, sans rien d'autre, ça s'appelle tout simplement les bolinhas de chuva, qui veulent dire les petites boules de pluie, les petites gouttelettes de pluie. Donc, comme chez nous en France, on a plein de beignets. Là-bas, au Brésil, c'est pareil. On ajoute la noix de coco sur la boulette avec le sirop. On enrobe bien. Et là, ça y est, j'ai mon beijo
Gimulata. Je vais faire la même chose avec toutes les autres. Je vais juste vérifier la cuisson. Là, s'ils sont bien dorés, bien jolis, je vais enlever ceux-là. Alors, il faut faire attention, si jamais l'huile est trop chaude et que vos beignets commencent à bien dorer, à bien bronzer, faites attention parce que le risque, c'est d'avoir des beignets qui ne sont en fait pas cuits à l'intérieur. Donc, baissez la température de votre feu. Ça, c'est prêt, je coupe le feu. Il faut les laisser refroidir juste quelques secondes et on les trempe directement dans le sirop de chocolat. Toujours en enrobant bien de sirop de chocolat dans la noix de coco. On couvre bien de noix de coco. Faites bien attention parce que si vous touchez la boulette avant qu'elle soit enrobée de noix de coco, vous allez toucher finalement le sirop qui va se décoller du beignet. Alors que si jamais on parsème bien de noix de coco avant, tout ça, ça se décolle bien parfaitement. Ça commence à me donner envie. Ces beignets en plus sont très croustillants grâce à la cachaça. Bien sucrés comme il faut sur la surface et avec un intérieur un peu plus moelleux. Et là, on est directement au Brésil, sur une plage, au soleil. Bon, après, encore une fois, pour rentrer dans le maillot de bain, je ne sais pas si c'est vraiment si bien que ça. Voilà, je vais continuer à faire mes beijos Gimulata et je vous retrouve tout de suite après avec la recette des churros. Les bisous brésiliens sont prêts, il faut les manger encore chauds, bien croustillants. Et vous pouvez lâcher l'assiette au milieu d'une horde d'enfants affamés. Vous allez voir que ça va disparaître en moins de 2 secondes. On va maintenant apporter la fête foraine à la maison avec une recette espagnole par excellence, la recette de beignets la plus connue qui a fait le tour du monde. Je parle bien sûr des churros. Et pour cette recette, vous aurez besoin uniquement de 2 ingrédients, de farine et d'eau. Et je vais commencer par faire bouillir mon eau. Alors dans une petite casserole. Je vais mettre la farine dans un bol. Et là, le troisième ingrédient, c'est l'huile de coude. Je peux ajouter également une pincée de sel. C'est toujours un très bon exhausteur de goût, surtout dans cette recette qui a très peu d'ingrédients. Et surtout pour faire les churros, le plus important, c'est d'avoir un appareil à churros. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va comprimer la pâte dans la boîte qui est ici. Et en pressant la pâte, on va enlever tout l'air qui est contenu dedans. Et c'est ça qui est dangereux dans les churros à la maison. Si vous n'avez pas cet appareil, vous risqueriez d'avoir des churros explosifs. Et je vous rappelle que friture égale danger à la maison. Donc faites bien attention quand même. Je vais laisser bouillir l'eau encore un petit peu, là elle frémit. Et si jamais vous n'avez pas d'appareil à churros, vous pouvez simplement également mettre ça dans une poche avec une douille cannelée. Vous pressez très fort et vous devriez arriver à faire des churros chez vous. Mais on trouve maintenant cet appareil partout sur Internet très facilement. Voilà, mon eau est bien bouillante. Je vais la verser en une fois sur la farine. Et là, il faut bien mélanger rapidement. On va avoir une pâte très compacte, très peu aérée. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir des churros justement qui ne gonflent pas trop à la cuisson. Là, j'ai choisi une sortie relativement petite pour des churros classiques. Quand vous achetez ce genre d'appareil, vous avez plusieurs formats de sortie, dont des plus gros churros. Et au Brésil, vous verrez d'ailleurs sans doute aussi des churros géants fourrés au doce de leite, le dulce de leche, ou la confiture de lait, comme on l'appelle chez nous. C'est absolument délicieux. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans, de la pâte de chocolat aux noisettes, plein d'autres choses. Alors voilà, la pâte, elle est prête. Je vais la mettre dans l'appareil à churros. Alors, comme elle est un peu malléable, cette pâte, on peut la mettre directement comme ça, en la roulant un peu, à l'intérieur. Alors évidemment, comme beaucoup de recettes, l'origine est disputée entre les Portugais et les Espagnols. Alors autant on trouve très facilement les churros en Espagne, et le nom churros d'ailleurs vient d'une race de moutons, les churras, qui sont dans les montagnes autour de Madrid. Donc ça, c'est sûr que le nom vient de là. En revanche, la recette en elle-même, les Portugais disent qu'ils l'ont rapportée de Chine. Mais bon, de toute façon, c'est de la farine et de l'eau. Donc on peut en trouver partout sur Terre, cette recette. Très simple. Là, l'huile est chaude. Je vais juste vérifier en plongeant, comme d'habitude, un petit bout de pâte pour voir la réaction. C'est bon. Et maintenant, on va presser la pâte en la faisant tomber dans l'huile. Et on peut faire des churros géants, ou alors il suffit de couper la pâte. Et là, j'en fais d'autres. À Madrid, d'ailleurs, quand vous allez dans la ville ou dans d'autres villes d'Espagne, on voit dans la rue des magasins de churros qui font des churros géants en forme de spirale. Donc faites bien attention. Si jamais vous sentez vraiment que vos churros menacent d'exploser, éloignez-vous, faites bien attention. Mais si vous avez cet appareil, normalement, il n'y a aucun risque. Évidemment, la pâte qui reste dans le bol,
on peut la remettre dans l'appareil. Et ça, on trouve ça partout chez nous. Les chichis, d'ailleurs, ça s'appelle sur les plages aussi, dans les fêtes foraines. Je vais laisser cuire pendant quelques minutes. Et il faut les retourner de temps en temps. Et ça a eu tellement de succès à la cour d'Espagne, les churros, que c'est là la première fois qu'on a eu le droit de tremper un gâteau dans un chocolat chaud, liquide donc, devant tout le monde, alors qu'avant c'était pas autorisé. Mais là, on a fait une exception pour les churros. Alors, il faut que les churros soient bien dorés, là c'est le cas. Je vais pouvoir les retirer, ceux-là. Donc, une assiette avec du papier absorbant. Il faut faire bien attention. Voilà. Après, je laisserai le soin à tout le monde de casser mes churros en petits morceaux. Et évidemment, pour ajouter une touche sucrée, je vais saupoudrer généreusement de sucre mes churros. Ça, on va les laisser refroidir un tout petit peu et on pourra les manger bien croustillants. Et pendant ce temps, je vais continuer mes churros. Et moi, je vous retrouve avec toutes mes recettes de beignets du monde dans un instant avec les shebakia, les beijos y mulata et les churros. A tout de suite. Le monde entier se réunit autour de la friteuse. Au Brésil, c'est toute la famille qui est rassemblée avec les beijos de mulata. J'ai mis beaucoup de cachaça, vous pouvez diminuer la dose d'alcool. Bien sûr, l'alcool s'évapore à la cuisson et vous pouvez remplacer une partie par de l'eau, voire même totalement. Ce sera un petit peu moins croustillant. La friture orientale avec les shebakia, impossible d'y résister avant la tombée de la nuit, surtout avec un thé à la menthe. Et enfin, les churros, si simples et mythiques, qui sont synonymes des fêtes foraines de notre enfance. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt.